J'arrive, Sherlock. Que se passe-t-il encore? Que fait-on dans cette magnifique ville de Lille? Eh bien, mon cher Watson, je suis troublé par les développeurs, les développeuses. J'ai regardé le programme de plusieurs conférences en France et j'ai l'impression qu'ils sont uniquement intéressés par les dernières technologies à la mode. Mais Sherlock, je ne vois pas trop les problèmes. Ça paraît logique de vouloir s'intéresser aux dernières nouveautés de sa propre profession, n'est-ce pas? Yes, but plus personne ne s'intéresse aux vieux machins. Tout le monde passe à côté de l'enquête la plus importante de tous les temps. Laquelle? Les cookies HTTP, bien sûr. Vous êtes complètement à côté de la plaque, John. Tout le monde les utilise, mais plus personne ne comprend comment ils fonctionnent, d'où ils viennent. Ça implique pas mal de bêtises chez les développeurs dans les projets web, mais aussi chez les moldus, les non-informaticiens. Je constate une profonde méconnaissance de la vie privée, du tracking et de toutes ces choses-là. Du coup, j'ai demandé à Hubert Sablonnière de mener l'enquête. Le français? Oui, mais bon, comment dire, il ressemble un peu à un anglais, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de faire un retour aux sources et de surtout s'intéresser aux facts, rien qu'aux facts. Ainsi, chacun de cette pièce pourra, en fonction de son propre contexte, professionnel et personnel, pourra détecter certains problèmes et prendre les bonnes décisions. Je suis intrigué. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur chez Clever Cloud. Voilà. Qui connaît Clever Cloud? Cool. Donc pour ceux qui connaissent pas, chez Clever on fait de l'IT automation, donc c'est un gros mot qui en gros veut dire qu'on fournit un outil sur notre cloud ou on-premise à nos utilisateurs. L'idée, c'est que c'est difficile de plus prendre l'accent anglais. L'idée, c'est bien que vous, développeurs, développeuses, vous ayez juste à pousser votre code, à faire un git push, et nous, on s'occupe du reste. Donc, on va prendre votre code, on va le builder, le déployer, le monitorer, relancer automatiquement votre app si elle crash, vous prévenir. Et bien évidemment, on va maintenir toute la couche sur laquelle votre code fonctionne, l'OS, les différents serveurs d'application, etc. N'hésitez pas à venir me voir à la fin si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon enquête sur les cookies HTTP. Alors j'ai commencé par retourner à la source, je suis dans le bon sens, à la source des cookies HTTP. Nous sommes en 1994 et je me suis intéressé à cet homme-là, Lou Montulli. Donc quand on s'intéresse au web, on va tomber sur des articles, en tout cas l'histoire du web, on va tomber sur des articles sur Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, ceux qui ont fondé le web. On rappelle, le web et Internet, c'est deux choses différentes, mais bon, ici, ça devrait être bon. Mais on parle pas assez de Lou, et moi je kiffe Lou. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on rende hommage à Lou Montulli, et souligner en fait l'impact qu'il a eu sur pas mal de technologies qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec ça. C'est parti avec les anecdotes. Du coup, en 94, Lou, il travaille chez Netscape. Et avec ses collègues, il met en place la deuxième webcam de l'histoire du web. Rien que ça. En fait, c'était un petit easter egg dans Netscape qui, en faisant Ctrl-Alt-F, permettait de voir un bocal avec des poissons en live. Et donc, le site est toujours accessible en ligne. Donc là, on est en live. Hein. Et donc, en fait, j'ai Internet. C'est cool. Coucou les petits poissons. Et donc là, on est sur des images qui sont bien rafraîchies. C'est en Californie, c'est cool. Ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, derrière, on voit l'homme de ménage qui passe l'aspirateur. C'est normal. Je sais pas s'il sait qu'il est filmé. Bref, on va fermer l'onglet. Ça télécharge 40 kilos toutes les 2 secondes. Bref. Lou, il a aussi travaillé sur un navigateur qui s'appelle Lynx. C'est un navigateur en mode texte. Vous connaissez peut-être pas. Ok. C'est assez rudimentaire, mais c'est ultra rapide. Donc si on fait Lynx par exemple et qu'on va sur un site cool, donc mon site, comme vous le voyez, quand on a du réseau, voilà. Et donc c'est uniquement texte. Donc je vais pouvoir naviguer sur les liens, je vais pouvoir aller sur le site de Clever Cloud, etc. Enfin bref. Vous voyez l'idée, on va pouvoir poster des formulaires, faire à peu près tout ce que fait un navigateur.
Bon, je vous avoue, je l'utilise pas tous les jours, mais ce qui est pas mal, c'est que ça remet un peu l'importance sur le contenu, le texte, à une époque où les pages HTML, c'est ouvrir le body, script React ou je sais pas quoi, fermer le body, enfin bref. Donc dans ce navigateur, vraiment, on se focus sur le texte. Alors du coup, à propos de Lynx, un été de 94, Lou et ses collègues vont boire des verres après le boulot. Ils vont dans un bar, puis ils discutent du futur du web et ils discutent de toutes ces nouveautés qu'ils vont rajouter dans le langage HTML et dans Netscape, des trucs pour animer des choses, pour avoir des contenus un peu plus riches que des pages grises avec du texte, hein, pour ceux qui se souviennent. Et Lou, il était un peu triste en fait. Ce qu'il mentionne, il fait « Ouais, mais alors tous ces trucs qu'on va rajouter, moi, dans Lynx, ça va pas marcher, quoi. C'est un navigateur en mode terminal. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de faire clignoter du texte. » Bon, du coup, là, ses collègues étaient en mode « Ah, ok, bon, c'est vraiment une idée qui est bien débile, on est tous d'accord. » Et donc là, donc Lou, ce soir, cette soirée-là, rencontrera sa future femme, anecdote, et il rentre chez lui, tranquillou, il arrive au boulot le lendemain matin, pour se rendre compte que Jean-Michel, premier degré, est rentré au boulot dans la nuit pour coder, on va dire, la meilleure balise de tous les temps. Donc à la base, c'était un easter egg non documenté. On sait tous comment s'est terminée cette histoire, et encore, moi j'étais pas là à la soirée, ça aurait pu être pire. Bref, on se moque, mais au final, cette balise, on l'a tous utilisée. Il y a beaucoup de menteurs dans cette salle. Et à l'époque, en fait, tout était bon à prendre pour attirer l'attention des utilisateurs sur les bannières publicitaires, sur le texte, etc. Et il y a un autre truc qu'on utilisait un peu pour ça, c'était le plugin Java, en fait, donc, qui est sorti un an plus tard dans Netscape, en 95. Il y a pas mal de gens qui se servaient du plugin Java juste pour commencer à animer des choses, pour faire des bannières publicitaires, entre autres. Et Lou, encore une fois, il était frustré. Il fait, mais alors à l'époque, ça mettait à peu près 30 secondes à charger le plugin, juste pour vous dire, achète de la lessive ou je sais pas quoi. Et bon, Lou, il taquinait son collègue Scott, qui bossait sur tout ce qui est image. Il fait, allez Scott, on le fait. Tu m'as dit qu'on pouvait le faire, on le fait. Au bout d'un mois de taquiner Scott, qui bossait sur les images, en fait, ils ont été rajouter une extension dans le format des GIFs animés, ou en tout cas dans le format des GIFs, qui contenait déjà le concept d'avoir plein de frames. Et eux, ils ont rajouté une extension pour qu'on puisse les avoir en boucle. Donc grâce à Lou, on a des GIFs animés. Et ça, c'est cool. Donc si vous ouvrez n'importe quel GIF aujourd'hui avec le bon éditeur, vous verrez le Netscape Application Block, qui contient un numéro, et si le numéro est à 0, c'est qu'on boucle à l'infini, c'est le meilleur numéro, n'est-ce pas? Donc, si je vous parle depuis tout à l'heure de Lou Montouly, en fait, c'est aussi et surtout parce que c'est le créateur des cookies HTTP. Et donc, en fait, pour vous remettre en condition, en 94, on est sur un web complètement stateless. Donc, pour implémenter un site e-commerce avec un panier virtuel et maintenir un utilisateur connecté en sachant qu'il a pris des baskets, de la lessive à travers différentes navigations de pages, bah, fallait se lever tôt plutôt, ouais, voilà. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire autrement, passer des trucs dans les URL de navigation, c'est une gymnastique de dingo. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là, à l'origine, que Lou s'est dit, on va rajouter un état côté client, et c'est comme ça que c'est arrivé. D'ailleurs, en fait, si on regarde, donc c'est vraiment Lou qui a inventé les cookies, si on regarde le brevet des cookies aujourd'hui, donc on a bien inventeur Lou Montouly, au départ le brevet était associé à Netscape, aujourd'hui il est plus associé à Netscape. C'est une true story qui est assez ironique, mais bref. Donc dans mon enquête, je me suis intéressé à plusieurs points de vue, et le point de vue sur lequel on va se poser le plus longtemps aujourd'hui, c'est le point de vue de celui ou celle qui est le point de vue des développeurs, quoi, qui utilisent des cookies sur leur site web. Il y a des développeurs, des développeuses dans la salle. On va insister sur ce point de vue, on est bien d'accord. L'idée, c'est qu'on va prendre pas mal de questions, on va y répondre. Après, c'est pas un talk de préconisation de sécurité. On est plus là pour reprendre les bases, et ça fait toujours du bien.
puis il y aura peut-être quelques petites nouveautés. Ça va être cool. Alors, première question, c'est quoi un cookie HTTP? Petit schéma? Petit schéma. J'ai un utilisateur, une utilisatrice, il veut aller sur un site qui s'appelle cookies.rocks. Ok? Donc il tape dans son navigateur fait une requête HTTP GET sur le site cookies.rocks. Le serveur, il répond OK, tiens, voici la page web avec un code 200. Et en fait, ce qu'il peut faire à ce moment-là, c'est avec l'entête set cookie, il peut envoyer de l'information. Je dis bien de l'information parce que donc c'est une clé et une valeur. En général, on va transmettre des identifiants, mais on peut transmettre ce qu'on veut. On peut transmettre langue français et d'autres préférences utilisateurs ou d'autres types d'informations. C'est d'ailleurs là que j'ai oublié de préciser un truc. On va arrêter deux problèmes avec les cookies. C'est le fait de dire que c'est des fichiers stockés. Ça, c'est un peu la définition BFM TV 01net. Les cookies sont des petits fichiers stockés sur mon ordinateur. C'est une définition qui est datée et qui est incomplète. Datée parce que les temporary internet files dans IE6, c'est fini. Il n'y a plus un fichier par cookie. C'est une base de données. Et puis en plus, c'est pas qu'une forme de stockage. On va y revenir. Et ensuite, on va aussi éviter de confondre une session côté serveur et des cookies. En général, sur plein de projets, j'ai mis l'info dans les cookies. Ok. Non, tu l'as mis dans la session côté serveur. Donc là, c'est tu chipotes. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est assez important la distinction. Donc c'est pour ça que je dis, la plupart du temps, on transmet des identifiants de session, mais c'est pas utile que pour ça. Donc, on a demandé au serveur, on a fait une requête, il nous a répondu, il nous a donné de l'information via un cookie. Donc le navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser sa jar à cookies, ça s'appelle vraiment comme ça, et il va mettre le cookie dedans. Ok? Et du coup, quand l'utilisateur retourne sur le site, finalement, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans sa jar, il fait « Est-ce que j'avais des cookies pour ce site ?» Oui, j'en ai. Ok. Donc, je fais ma requête comme avant. Par contre, ce coup-ci, j'utilise non plus l'entête set cookie, mais l'entête cookie. Et je dis, bah tiens, tu m'as donné de l'information tout à l'heure, je te la redonne. Ça marche comme quand il y a un vestiaire, on vous donne un ticket avec un numéro, et quand vous revenez, vous êtes qui? Je suis 312. Ah ok, tenez, voici votre manteau. Là, je suis par exemple ID 42. Ok, et en plus, je sais qui tu es, donc je peux contextualiser la réponse rebonjour 42. Ok? Les cookies, c'est ça. Un protocole. Moi, j'aime bien définir ça comme un protocole et pas comme un système de stockage entre serveur et navigateur qui permet le stockage d'un état côté client. Donc, il y a une partie de stockage dans la jar, mais il y a une partie protocole où le serveur envoie de l'info et le navigateur doit la renvoyer systématiquement quand c'est le même site. Ce fonctionnement, il a été inventé en 94, comme je le disais. Il y a eu 2 RFC depuis. Qu'en 94, Lou, il a écrit un document pour que les autres navigateurs de l'époque utilisent le même fonctionnement. Sinon, ça pouvait pas prendre. Ça pouvait pas prendre. Ensuite, donc, on a eu 2 RFC qui venaient compléter des choses, etc. Mais globalement, depuis 24 ans, ça fonctionne toujours de la même manière. Alors une fois que le navigateur a reçu un cookie, on peut se poser la question de combien de temps il le stocke. Alors de base, quand le serveur dit tiens voici un cookie, cette cookie blabla, ça expire à la fermeture de la session. Donc en 94, on éteignait nos ordinateurs. Vous vous souvenez? Ou pas d'ailleurs, en se faisant, enfin moi je me faisais engueuler par mes parents. Mais donc ça va se expirer quand l'utilisateur ferme le navigateur. Ce qu'on fait plus forcément avec des ordinateurs qui passent en mode hibernation, etc. Le serveur peut décider qu'un cookie va expirer à une date précise. Avec le header expires, on va pouvoir dire ce cookie va expirer en même temps que Donald Trump, ce qui est plutôt cool. Alors, notez bien cette date.
On en aura peut-être encore pour 4 ans, je sais pas. Bref, donc soit avec une date, soit avec le header, l'attribut maxAge, et on va pouvoir donner une durée en secondes. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, le serveur ne peut pas supprimer un cookie. Le cookie est côté navigateur, mais il peut demander la suppression. Vous pouvez m'appeler Jean-Michel super subtil et relou avec les détails, mais c'est vraiment un détail important. Donc il peut demander la suppression. Ce qu'il peut faire, alors spoil, pardon, au départ moi je me dis, bah, pour supprimer un cookie, il doit y avoir un header delete cookie, remove cookie. Bah non, sinon ce serait pas drôle. On est en 94. Et donc ce qu'on va faire, c'est en général on va utiliser le header expire avec une date dans le passé. Pourquoi pas? Et donc en général on va utiliser le timestamp 0, la date, époque, Unix, machin. Donc le 1er janvier 70. On va aussi pouvoir dire tu expires dans 0 secondes. Je pense que c'est assez clair, mais du coup ça se supprime. C'est un peu bizarre, mais tous vos frameworks, tous les surcouches que vous avez au-dessus des cookies, quand vous faites delete cookie, eux ils font set cookie. En général ils mettent pas de valeur et ils mettent une date dans le passé, etc. Donc pour l'instant, normalement personne ne dort, j'espère. Mais pour l'instant, les choses sont simples. Il n'y a pas de piège, pas de surprise. Et depuis tout à l'heure, j'ai dit quand l'utilisateur, l'utilisatrice retourne sur le site web. Et ça veut dire quoi, retourner sur le site web? Comment mon navigateur il sait qu'entre deux URL, c'est pas la même URL? Spoiler, ce n'est pas le même site. Là, c'est évident. On voit bien que c'est pas le même domaine, c'est pas le même machin. Mais comment lui, il compare que deux requêtes HTTP concernent le même site? En fait, la question, c'est quand une requête part, est-ce qu'il faut envoyer les cookies Est-ce qu'il faut envoyer des cookies et si oui, lesquels? Et donc, quand est-ce qu'ils vont être envoyés automatiquement? Et donc, pour ça, on va s'intéresser à une URL. Moi, j'adore les URL. Donc, dans une URL, il y a 4 parties. Enfin, en tout cas, là, on va s'intéresser à 4 parties. Donc, on va s'intéresser au protocole, HTTP, HTTPS, au port, à l'hôte, pardon, putain, j'ai du mal, à l'hôte, donc toute la partie avec le sous-domaine, le domaine et le TLD. Ensuite, on va avoir le port et le pass. OK? Et en fait, avec différents attributs qu'on va voir un par un, on va pouvoir commencer à régler est-ce que si une requête part, enfin, si un cookie est déposé depuis cookies.rocks, est-ce que quand on part sur un sous-domaine, un port différent, un nanana, est-ce que les cookies doivent partir? Alors l'attribut qui pose le plus de problèmes, et j'ai encore piégé un orga du DevFest hier soir parce qu'il pensait que c'était le fonctionnement inverse, on ne le citera pas. Du coup, ce qu'on va faire, je vais faire une petite démo, on va utiliser l'attribut domaine qui pose un peu problème, et on va voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer 4 cookies, avec parfois l'attribut domaine, parfois non, et on va voir ce qui se passe. Alors, si je dis pas de bêtises, on switch, on va sur un magnifique site qui s'appelle cookies.rocks. Donc si vous voulez faire des dons pour payer ce domaine que j'ai acheté juste pour cette démo, n'hésitez pas. Donc là, je supprime tous mes cookies, utiles pour une démo, utiles dans d'autres cas. Effacer maintenant, voilà. Donc c'est un peu petit pour les DevTools, je suis désolé, on va voir ce que ça donne. Mais donc je vais aller sur cette page. Donc là, je suis dans la barre d'adresse sur cookies.rocks. Ok ? Je viens d'essayer de déposer ces 4 cookies. Donc il y en a un où j'ai rien mis, j'ai pas mis d'attribut domaine, et il y en a un où j'ai dit domaine, c'est cookies.rocks. Donc là on se dit, là le cookie, il est que pour cookies.rocks, parce que, ou alors on se dit, ça doit être pareil vu qu'on est déjà sur cookies.rocks. Et j'en ai déposé 2, un sur Blue et un sur Green. Donc là sur cette page web, en fait, déjà on voit que les 2 cookies qu'on a essayé de déposer sur des sous-domaines qui sont plus précis que ce qu'il y a dans la barre d'adresse, ils n'ont pas été, le navigateur les a reçus, il fait non, ça c'est mort. Et alors après, il a stocké les deux autres cookies. Et là, on se dit, mais
Si je suis sur... Je vais essayer comme ça, ouais, voilà. Et peut-être en full screen, ouais. Ouais, mais non, parce qu'il vous faut la barre d'adresse quand même. Ouais. Donc là, on est sur cookies.rocks. Ok, si je vais voir dans mes cookies, j'ai 2 cookies qui ont été déposés. Et donc là, vous vous dites, je suis sur cookies.rocks, que je mette domaine égale cookies.rocks ou pas, c'est pareil. Ouais. Ou pas. En fait, à 1 pixel près, donc 9 pixels en HD, il y a une différence subtile, un petit point devant, qui fait toute la différence. C'est-à-dire que celui-là, route domaine, on a mis l'attribut domaine égale cookies.rocks, l'autre on l'a pas mis. Et en fait, tout le problème, c'est que quand vous faites ça et que vous allez, je sais pas moi, sur, ils sont où? Normalement, j'ai un moyen pour changer de couleur. Et sur la page d'accueil, ouais, voilà. Si on va sur blue.cookies.rocks, que j'ai pas rajouté, voilà. Donc juste pour info, les sites sont dispo en ligne, vous pouvez y aller là maintenant. Par mesure de sécurité, je fais tout en local et j'ai mal configuré un truc. C'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que, de base, l'attribut domaine, au lieu de vous dire si je mets le domaine, ça va être strict, non. L'attribut domaine, il augmente la portée du cookie à tous les autres qui se terminent par la valeur. Du coup, si vous êtes sur blue.cookies.rocks, ce que j'ai essayé de faire, mais ma démo est pétée, je vous expliquerai après. Si je dépose un cookie, une requête qui part vers blue.cookies.rocks va partir avec les cookies. Toutes les autres qui sont en dessous, vu que l'autre n'est pas exactement le même, elles partent sans cookies. Si je commence à mettre domaine égale ce qu'il y a dans la barre d'adresse, vous dites, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Maintenant, même les trucs, je vais y arriver, même les trucs qui contiennent et qui terminent par blue.cookies.rocks vont partir avec des cookies. Ok. Du coup, si dans domaine, je mets carrément cookies.rocks, bah là, il y a toutes les requêtes qui terminent par cookies.rocks qui partent avec des cookies. Donc, encore une fois, quand vous déposez un cookie, vous pouvez, avec l'attribut domaine, uniquement dire bon, celui-là, il part dans plein de cas et en général, ça commence à être dangereux. Donc, en général, je vous conseille de ne pas utiliser l'attribut domaine. Ça restreint vraiment que le cookie part que quand c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse. Et du coup, on a raccourci. Mais est-ce qu'on peut mettre domain égale cookies.rocks et finalement déposer un cookie pour tous les domaines en .rocks, tous les domaines en .com, Non. Et c'est bien. Vous imaginez le truc, vous déposez un cookie sur tous les sites en .com, vous remplacez la session de quelqu'un, et enfin bref, c'est un peu compliqué. Et donc ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible parce que donc si on regarde le TLD, donc .rocks, on se dit, le navigateur, il vérifie, et si vous essayez de déposer un cookie sur le truc qui est après le dernier point, bah c'est mort. Facile. Alors, on fait comment avec les Anglais? Ah ouais, donc eux, ils ont .co.uk, les Japonais, ils ont .tokyo.jp, et il y en a plein d'autres. Et en fait, si on regarde dans le Bugzilla de Mozilla, ouais, je l'ai dit dans le bon sens, en fait, on a une issue qui date d'il y a 14 ans qui dit on peut déposer des cookies pour .co.uk, là, il y a un problème. Et du coup, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des discussions pour dire on va commencer à faire une liste de TLD, de Top Level Domain, pour dire quand est-ce qu'on empêche de déposer un cookie. Et donc, ça a fini par arriver sur un site qui s'appelle... Enfin, au départ, c'était chez Mozilla, et maintenant, c'est sur publicsuffix.org. Et donc, en fait, quelque part, il y a une liste de 12 000 lignes qui contient des suffixes, ce qui est à la fin d'une URL, juste pour servir notamment au navigateur et savoir s'il faut déposer des cookies ou pas. Alors cette liste, elle est même référencée dans la toute dernière RFC, donc qui est celle qui est en vigueur en ce moment. La RFC 62-65, passionnante quand vous préparez ce talk. Et donc à l'intérieur, ils disent bien, si vous faites un navigateur, vérifiez bien qu'on ne peut pas déposer de cookies, non pas sur .com, .net, .machin, mais bien sur un truc qu'il y a dans la liste. Et en fait, si on regarde les sources de Firefox, ils utilisent la liste. Si on regarde les sources de Chrome, ils utilisent la liste.
Si on regarde les sources de Safari, ils utilisent Lipsoup, une librairie qui utilise la liste. Si on regarde les sources de Edge, et donc dans cette liste, il y a des TLD publics, donc tout ce qui est .com, .machin, etc. C'est assez long. Mais surtout, il y a des suffixes privés. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait. Parce que quand vous hébergez un site et que temporairement, voire un peu trop temporairement, on héberge des trucs chez Amazon, Google, sur des GitHub Pages et autres, rassurez-vous, personne ne pourra déposer de cookies sur github.io, en fait. Et donc, pour tous les sites qui sont sur github.io. Ça fait du bien. Et du coup, forcément, chez Clever, on est dans la liste. Forcément. Et donc, on va plus s'intéresser forcément au TLD, mais bien au suffixe public qui est à la fin d'une URL. Donc là, j'ai dû refaire un npm install parce que normalement, ça colore cleverapps.io. Fail numéro 2. Bref. On peut pas non plus mettre domaine égale localhost. Et ça, c'est plutôt bien, mais localhost n'est pas dans la liste. Donc, retenez bien, on ne peut pas. On peut déposer des cookies sur localhost. D'ailleurs, on le fait tous les jours et ça fout un peu la merde en général. Mais on ne peut pas mettre domain égale localhost. Alors, on va continuer avec les attributs. Celui-là, c'est le plus piégeux. Attribut facile, le pass. Donc, si vous mettez, si vous setez un cookie avec donc ID 42 sans attribut pass, toutes ces requêtes partent avec les cookies. Si vous commencez à mettre un pass, vous dites, moi, je suis un petit malin, les cookies, je veux qu'ils partent que pour mon API. OK ? Donc vous mettez pass égale /API. Donc là, il n'y a que la requête vers /API/profile qui part avec un cookie. Mais attends, la requête vers /API-FAQ, par exemple, elle part sans cookie. OK. Donc si je mets pass égale /API- elle part pas non plus avec des cookies. En fait, la règle, c'est si votre pass commence par ce qu'il y a dans la valeur, plus un slash. Ou pas. Enfin, en gros, s'il n'y a pas de... Bref, il y a un petit piège, mais en général, moi, je vous conseille, vous mettez pass égale slash et vous êtes tranquille. Si vous avez vraiment besoin de sécurité, c'est clairement pas là qu'il faut commencer. Autre point. Depuis tout à l'heure, on est en HTTP, en mode YOLO et tout. Donc là, on va être en HTTPS. Je suis sur cookies.rocks. Si je dépose un cookie, même si la requête est en HTTP, le cookie part. Mais bon, quand on est sur un Wi-Fi public d'un gentil vendeur de café, le Wi-Fi, il est sécurisé. En même temps, il est gratuit. Ok. En tout cas, un cookie déposé depuis un site sécurisé, il partira même en clair. Donc dès que vous ouvrez votre machine, vous êtes sur n'importe quoi de pas sécurisé, et que vous allez accidentellement sur votre site préféré en HTTP, le cookie de votre session part en clair, quelqu'un le récupère, se fait passer pour vous, etc. Donc pour ça, on a un attribut qui commence à être assez vieux, qui est l'attribut secure. Donc maintenant, quand vous déposez des cookies et que vous êtes bien élevé, vous dites set cookie et vous mettez l'attribut secure. Et bien entendu, vous êtes en HTTPS et ça fait quelques années maintenant qu'on peut plus dire ouais, mais ça coûte cher et tout. C'est fini ça. Du coup, si je suis en HTTPS, c'est que je dépose un cookie avec secure. Ce coup-ci, la requête en HTTP, elle part sans le cookie. Ça, c'est vraiment l'attribut secure. Il restreint la portée sur les origines, les requêtes sécurisées. On a un autre moyen de gérer un peu ça, et qui n'a pas exactement le même effet, c'est le header HSTS. Vous connaissez le header HSTS? Ok. Chez Criteo, ils connaissent bien le header HSTS. Si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir à la fin. À la base, le header HSTS, l'idée c'est, vous allez sur un site, donc votre navigateur il parle avec un serveur, et le serveur il fait, non, alors attends, HTTP entre nous c'est mort. Donc maintenant tu retiens que je veux plus que tu me parles en HTTP, et on parle que en HTTPS. Okay, donc le navigateur il stocke quelque part que, on va dire Facebook par exemple qui l'utilise, ou le site du GDG qui est en HTTPS, je sais pas.
votre navigateur stocke que le GDG, maintenant, faut plus y aller en HTTP. Et du coup, si vous le tapez l'URL en HTTP, il va rajouter le S tout seul, sans faire un aller-retour. Donc en fait, vous n'enverrez plus jamais une seule requête en clair vers ce site. C'est pas aussi simple que juste, hey, je mets le header, le mec au DevFest, il m'a dit de le faire, c'est génial. Merde, il y a un truc qui marche plus, on va l'appeler. Non, je ne fais pas de support là-dessus. Mais faites gaffe. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis, et si vous vous êtes planté et que vous n'êtes pas encore prêt à passer en HTTPS, vous avez potentiellement plein de visiteurs qui vont plus vous contacter en HTTP pendant la durée en secondes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous lisez le site de l'OWASP, qui est très bien fait. Vous lisez cette page, vous faites appel à des professionnels, mais en tout cas, ce header sert à ça. Mais il reste un couac, c'est que en fait, si vous êtes en HTTP, donc non sécurisé, et que vous pouvez déposer un cookie secure. Donc ça veut dire que vous êtes chez Starbucks, vous allez sur le site non sécurisé, il peut déposer un cookie secure qui lui sera envoyé une fois que vous êtes chez vous et que vous pensez être en sécurité. En fait, vous êtes en train d'envoyer une information qui a été déposée à un moment où vous n'étiez pas vraiment en sécurité. Donc ça, c'est un problème qui a été réglé dans 2 navigateurs, donc Firefox et Chrome. Et donc, on a un début de draft qui finira peut-être un jour par être appliqué partout, mais qui dit bien, s'il y a l'attribut secure, il faut que le site qu'il dépose soit sécurisé. Ok. Donc depuis tout à l'heure, on voit le set cookie. Donc ce qui va du serveur au navigateur. Mais le serveur, lui, il reçoit les cookies, mais il ne reçoit pas les attributs. Il reçoit juste cookie, clé valeur. Donc il n'a aucun moyen de savoir que ce cookie vient bien du bon domaine, qu'il est bien sécurisé. Il ne sait pas grand-chose. Et ça, c'est un problème. Et donc attention, première nouveauté dans les cookies, on a une nouvelle spec qui est en travaux en ce moment, avec 2 nouveautés. Et la première, c'est les préfixes. Et donc en fait, l'idée du préfixe, donc c'est un peu un hack. L'idée, c'est que votre cookie, le nom, il doit commencer par underscore secure. Alors vous dites, ouais, c'est crade un peu, non? Ouais, mais c'est qu'on peut pas dire à tout le web d'un coup, bon, il y a un truc pas bien dans les cookies, on va changer le header et on va en choisir un autre qui sera mieux, etc. Vous êtes prêts? Attention, on arrête d'utiliser le header cookie, on utilise un autre, maintenant. Ouais, ça ne marche pas. Donc, on utilise des hacks. Et donc là, l'idée, c'est de dire, vous déposez un cookie qui commence par underscore secure, et la règle, c'est que votre navigateur, quand il voit ce cookie, et alors il faut mettre l'attribut secure en plus, c'est un peu redondant, quand un cookie arrive comme ça côté navigateur, le navigateur, il vérifie que la requête qui a déposé ce cookie est bien sécurisée, et il ne l'enverra que quand c'est sécurisé. Ça commence à être pas mal, et donc là, on est sur Chrome, Firefox, ouais. On a un deuxième préfixe. Là, c'est la Rolls-Royce du cookie, vraiment. C'est underscore host. Et celui-là, le navigateur fait comme avant, il vérifie que c'est sécurisé, tout ça. Il faut que vous ayez l'attribut pass à slash et que vous n'ayez pas l'attribut domaine. Et l'attribut domaine, j'ai dit que c'était mieux de ne pas le mettre. Donc là, c'est plutôt cool. Faut jouer un peu avec pour se rendre compte de à quel point c'est intéressant. C'est pas non plus... genre avant votre site était hyper vulnérable et grâce à ça il l'est plus, non. Mais c'est un petit détail en plus et ça vous coûte rien, vous nommez juste votre cookie autrement et puis vous êtes tranquille. Alors, depuis tout à l'heure, on a vu le protocole, l'hôte, donc le protocole on a vu qu'avec isSecure, enfin Secure on pouvait jouer sur HTTPS. Avec domaine on pouvait faire des conneries et donc on l'utilise pas trop, c'est mieux. Par rapport à l'hôte. On a un attribut pour jouer un peu avec le pass, mais bon, ça sert pas à grand chose. En général, vaut mieux mettre slash. Et donc, il reste le port. Comment on fait pour valider que si je dépose un cookie sur le port, quand je suis sur le port 80, il part pas quand je suis sur le port 80-83? Qui a déjà mis la pré-prod sur 80-80 en interne, la recette sur 80-81, personne. C'était il y a longtemps, ça, peut-être.
En tout cas, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'un navigateur va vérifier le port pour dire est-ce que c'est le même site et est-ce que je renvoie les cookies? Vous devriez commencer à sentir le truc, la réponse est non. En fait, dans un navigateur, dans les navigateurs, il y a une règle qui s'appelle la Same Origin Policy et qui est en fait une règle qui s'applique à pas mal de choses, donc au requêtes Ajax, au stockage du local storage, etc. et qui permet d'isoler les sites web pour que en fait, le site malicieux.com puisse pas commencer à trifouiller ce qui se passe dans votre navigateur avec le site facebook.com. Et en fait, une origine, c'est un concept hyper important à comprendre dès qu'on parle de sécurité dans un browser. C'est la combinaison du protocole, de l'hôte et du port. 3 parties hyper importantes. Le pass, on s'en fout. Donc, ces 3 parties-là. Ça, c'est une origine. Si une de ces 3 parties-là est différente, on n'est plus sur le même site, on partage pas le local storage, on peut pas faire de requête Ajax sans avoir commencé, blablabla, les cores et tout, mais c'est bien isolé. Et les cookies, c'est tellement pratique, la vérification se fait là-dessus. Ça n'a aucun sens, mais on fait comme ça depuis 24 ans. Donc il n'y a pas de vérification sur le port. Donc il y a eu des travaux pour dire on va changer de header, vous êtes prêts? Voilà, mais ça n'a pas marché. En tout cas, il y a eu des travaux pour dire on va changer le header, on va utiliser origin cookie, qui sera un cookie qui est en plus isolé avec le port. Mais comme je vous le disais, bon, c'est un peu compliqué. Alors, si on reprend notre schéma. Ah, nouveau domaine. Ouais, parce que j'ai acheté 3 domaines, donc encore une fois, si vous voulez faire des dons. Donc si on va sur exemplefou.com, donc le navigateur fait un get, le serveur répond. Ok, nous sommes maintenant sur exemplefou.com. Mais si sur exemplefou.com, il y a une image qui va par exemple vers cookies.rocks, bah, votre navigateur, il fait la requête. Mais avant de faire la requête, qu'est-ce qu'il fait? Je suis un navigateur, bah, moi je vérifie dans ma cookie jar. Est-ce que j'ai des cookies pour cookies.rocks? Ouais. Du coup, je suis sur exemplefou, je fais une requête sur cookies.rocks, j'envoie les cookies de cookies.rocks. C'est flippant ça ou pas? Et c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement de base, il a des aspects positifs et il a des aspects négatifs. L'aspect négatif, c'est ce qu'on va appeler les attaques CSRF, XSRF, CSRF, etc. Et en fait, je vais faire une démo, ce sera plus simple. Donc, l'idée de cette attaque, on va supprimer les cookies, on va se connecter sur ce magnifique site. Je m'appelle Uber avec un H et un T, c'est très important. Je me connecte, ou pas. J'ai presque envie de repasser en mode... Il y a un truc qui marche pas. Alors attendez, on recommence une deuxième fois. Je vais potentiellement tenter de passer en ligne. Ok, on va faire confiance à Orange. Merde. Donc si vous stressez devant des gens, il faut... Merde. Il faut chanter. Donc, if you're blowing to the best. Ok. Magie, nous passons sur le web. Ou pas, j'espère. Suis-je sur le web? Allô? Je suis sur le web. C'est hébergé chez Clevercloud, bien entendu. Et si là, ça marche pas, on va avoir l'air con. Ok, donc je me connecte, je suis... En fait, ça capte super bien, mais c'est pas grave. On est connecté. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai envoyé Uber Sablonnière. Le serveur m'a dit, tiens, voici un session ID. Moi, je stocke Uber Sablonnière. Et donc quand tu me parles, à chaque fois que je recharge, je dis, donne-moi profil.html, je suis tel ID. Et lui, il me dit, bah, bienvenue Uber Sablonnière. Et donc moi, je suis cool, je vais naviguer sur un autre site. Exemplefou.com, un site avec des liens très intéressants. Et donc, bon,
bah, ça donne quand même vachement envie de cliquer. Voilà. Ah, on clique. Allez. Donc, on va ouvrir les DevTools. Voilà. Donc, j'ai bien envie. On rigole, mais ça marche. Enfin, le phishing, etc. Voilà. Donc, on clique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une requête qui est partie vers cookies.rocks, alors que j'étais sur exemple fou. Hein. En fait, il y a juste un formulaire post. Mais même en ayant un formulaire post qui est sur exemple fou, vu que le formulaire part vers cookies.rocks, le navigateur il fait cookies.rocks, j'ai des cookies et bim, on les envoie. Donc là, ils sont juste là, et donc je viens de dire à cookies.rocks, je veux mettre à jour mon profil et je suis 88 machin. Donc là, maintenant, je me retrouve sur cookies.rocks et mon profil a été changé et je ne suis pas riche, clairement. On rigole, mais c'est même faisable avec... Oh, bah tiens, il n'y a pas d'image de personne de fou. Fou n'est ni une femme ni un homme. En tout cas, il n'y en a pas tout nu. Par contre, maintenant, je suis no naked pictures. Tout simplement parce que cette image cassée fait un get vers mon formulaire pour mettre à jour. Mais on est entre gens bien élevés. On modifie pas le serveur avec un get. Ouais. Ouais. Enfin, j'espère. Les attaques CSRF, c'est ça. On peut en parler pendant des heures. On a tous normalement le bon outillage pour s'en prémunir. Encore une fois, le site de l'OWASP, il est top. Mais l'idée, c'est bien que depuis un autre site, on va pouvoir faire un certain nombre de requêtes, get post ou autres, avec des conditions. C'est pas aussi simple. Typiquement, des requêtes qui postent du JSON, on va pas pouvoir en faire aussi facilement, sauf si vous faites n'importe quoi avec le CORS. Bref, faites appel à des professionnels. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, maintenant, vous voyez mieux comment ça marche. Et donc là, on arrive sur la deuxième nouveauté des... J'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. La deuxième nouveauté des cookies qui est dans la dernière spec, qui règle un peu ce problème. Et l'idée, c'est un nouvel attribut qui permet de dire, je dépose un cookie, et si tu es sur un autre site, tu n'envoies pas le cookie. Ok? Donc en fait, même si vous avez des protections actuellement anti-CSRF, etc., cet attribut les remplace, ou en tout cas tend à les remplacer. Il est supporté dans Chrome, Firefox, Edge depuis mardi, fresh news, et comité dans WebKit, mais pas encore dans Safari. Donc bientôt, on aura vraiment un standard pour se prémunir des attaques CSRF. En attendant, mettez-le, mais continuez à utiliser toutes vos anciennes techniques. Il y a deux versions, je rentre pas dans les subtilités, c'est vraiment complexe, mais allez voir le site, entre lax et strict, c'est intéressant. Ok, il reste plus beaucoup de temps. Donc, qui peut lire les cookies? Donc, Starbucks, clairement, enfin, des Wi-Fi ouverts, non sécurisés, etc. Ils peuvent voir ce qui se passe quand c'est en HTTP. Mais il y a aussi document.cookie, l'API navigateur la plus étrange du monde. Pourquoi la plus étrange du monde? Parce que, donc, si j'ouvre une console, alors, si je fais ça, merde. Allô? Ah. Non, je ne sais pas mettre mon navigateur sur la moitié haute de mon écran avec une petite résolution. Vous voyez en bas ou pas? Tout en bas de l'écran? On zoome un petit coup. C'est mieux? Donc, si on fait document.cookie, parce qu'on veut des cookies, mais on le met au singulier, et paf, donc là, on a un UUID. Donc moi, je vais supprimer les cookies. Bam. Et donc, dans document.cookie, maintenant, il y a... Ah merde. Et ben, parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Document.cookie, c'est pas une string. C'est, quand vous le gettez, c'est exactement ce que va envoyer le navigateur. Donc, c'est comme le header cookie. Et quand vous le setez, quand vous mettez une valeur dedans, donc si on met foo égale bar, comme ça. En fait, là, je viens de setter un cookie foo égale bar. Donc, si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai maintenant 2 cookies. Ok, ok. Clairement, n'essayez pas d'utiliser cette API à la main.
utiliser les 17 000 wrappers qu'il y a sur GitHub, pardon, et qui vous permettent de faire get cookies, set cookies, etc. Mais est-ce qu'on veut vraiment manipuler les cookies en JavaScript? Non. Parce qu'en fait, une fois que qu'on peut accéder aux cookies en faisant document.cookie, ça veut dire que tout ce qui se passe dans votre page peut récupérer vos cookies. Donc ça, c'est des failles XSS, des attaques XSS. Et typiquement, c'est un énorme sujet. On a 10 000 manières de s'en prémunir. Je reprécise juste, hein, si vous êtes en HTTP, bon déjà, il y a plein d'autres problèmes. Mais n'importe qui peut injecter quelque chose dans votre page. Si vous êtes dans un aéroport, vous pouvez vous faire injecter les horaires d'avion dans votre page. C'est hyper pratique. Je sais pas. Par contre, si vous êtes en HTTPS, n'oubliez pas que dans votre page s'exécute un test script que vous avez download avec NPM et vous avez fait un audit de sécurité sur chacune de ces dépendances. Et vous avez un service payant qui vous prévient à la seconde s'il y a une faille de sécurité dans une mise à jour. Je vous rassure, j'en ai pas sur tous mes sites, parce que ça a un coût, mais en tout cas, souvenez-vous bien que c'est un peu compliqué. Donc il y a plein de manières de se prémunir du cross-site scripting, j'en passe, mais il y a un attribut dans les cookies qui est vachement intéressant, qui permet de dire au navigateur, je te donne un cookie, mais le JavaScript, c'est no way, ok? Donc je te le donne, quand tu me parles, tu me le donnes, mais tu le donnes pas à JavaScript, ok? En général, je préconise de le mettre, encore une fois, ça dépend du contexte, mais c'est assez intéressant de le mettre en place. Voilà. Pardon. Donc on a vu pas mal d'attributs, c'est un peu rébarbatif, désolé. J'ai été beaucoup plus lentement que d'habitude, mais normalement vous devriez avoir compris. On va terminer avec un deuxième point de vue, qui est le point de vue de celui ou celle qui veut améliorer l'expérience utilisateur. Voilà. C'est bien ce qu'on essaye de faire. Et c'est tout le problème, parce qu'avec les cookies, on a, quand ils sont mal utilisés, des choses assez intéressantes. Donc là, normalement, je fais une petite démo, je vais essayer d'aller vite, il ne reste plus beaucoup de temps. Je viens de perdre mon micro. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tous les cookies. OK. On va aller sur exemple foo et exemple bar, parce que j'en ai acheté deux. OK, donc, on va aller voir la position sexuelle foo, elle est intéressante. Et puis, bah, peut-être que je suis enceinte, enfin bref. C'est quelque chose d'assez privé, j'ai pas envie qu'on le sache. Donc j'ai visité ces deux pages web, et là ce qui est assez marrant, c'est que on se dit, bah, ma navigation est privée, tout va bien. C'est un peu le... Monsieur Zuckerberg, si j'ai fermé l'onglet Facebook, est-ce que vous continuez à me tracer? Eh bien, sénateur, je vais demander à mes équipes... Oui, la réponse est oui. Voilà. Et donc, en fait, là, je vais sur cookies.rocks, on voit exactement... C'est des horaires en UTC, mais c'est genre là, maintenant. On voit exactement que je suis allé voir Sex Position Foo et qu'ensuite, je suis allé voir I think I'm pregnant sur exemple bar. Ça, c'est le côté flippant des cookies. Parce qu'en fait, si je réouvre ces deux pages, donc là, je viens de les réouvrir. Ah oui, avec le cache, ouais. Si je recharge et que je regarde ce qui se passe dans le réseau, en fait, en bas de la page, il y a un beau cookie. Alors, c'est un peu gros. Voilà. Et il y a en fait une requête qui part vers cookies.rocks. C'est assez difficile de vous montrer tout ça. Et cette requête, forcément, elle est partie avec le cookie, vers cookies.rocks. Et cette requête, elle part aussi avec un header. Encore une fois, cet écran est minuscule, je suis désolé. Elle est partie avec un header qui s'appelle le référeur et qui contient l'adresse complète de la page où je suis. Et c'est ni plus ni moins aussi simple pour n'importe quelle régie publicitaire de voir sur quels sites web sur lesquels vous avez navigué. Donc vous vous dites, ouais, mais foobar.com, exemple.com, il faut qu'ils mettent cette image. Ouais. Ça s'appelle un bouton j'aime, un bouton connecté sur Twitter, etc. Ces boutons sont hébergés chez... Bon, là, je parle de Facebook, mais c'est pareil avec tous les autres.
ils envoient un identifiant, et donc ensuite on arrive à savoir que cet identifiant a navigué sur toutes ces pages-là. Ok. Donc le référeur, je vais accélérer si vous voulez des détails sur le référeur, notamment sur le fait qu'il y a une faute d'orthographe depuis 30 ans. Bref, j'ai pas mal de détails, là je vais devoir aller vite. En tout cas, il y a pas mal de techniques de tracking qui sont faites avec les cookies et qui détournent l'usage principal. Et c'est finalement un jeu du chat et à la souris entre les gens qui font de la publicité et les gens qui font des navigateurs, notamment Safari qui s'amuse un peu avec Criteo et ses amis. Et en fait, c'est assez marrant parce que depuis 24 ans, on est devenu de plus en plus sensible à l'usage des cookies, à la vie privée, etc. On râle tout le temps, ouais, mais là, ça a déposé plein de cookies, c'est des virus et tout. Non, enfin, c'est plus subtil. Et moi, je me pose la question, j'aime bien essayer de faire l'avocat du diable. Est-ce que le web en serait là aujourd'hui si on n'avait pas eu les bannières publicitaires qui clignotent, qui nous font chier, sans tous ces gifs animés, etc. Peut-être pas. Et du coup, comme je disais, les navigateurs, les annonceurs jouent au chat et à la souris, et c'est un peu une course sans fin qui est assez intéressante à débattre parce que il n'y a pas forcément de réponse sur le problème à long terme. Et j'ai plus de batterie. Ouais. Waouh, ça fait beaucoup de facts. En effet, Sherlock. Oui, mais maintenant, John, avec tous ces facts, on peut identifier quand est-ce que ça pue. On a toutes les bases pour comprendre les cookies, pour se prémunir des attaques, et on peut savoir, comme je le disais, quand est-ce que, vous savez, c'est bizarre. Et puis, avec tous ces facts, John, on devrait pouvoir partager notre savoir à nos amis moldus, à expliquer à nos familles et amis comment ça marche toute cette merde, ok? Et c'est assez simple à expliquer, finalement. Je l'ai fait. Et avec tous ces facts, John, on va devoir absolument réfléchir en tant que citoyen et débattre, discuter ensemble. Avoir plein de contenus gratuits, des articles de journaux, ne pas payer, refuser d'être traqué avec Ghostery, Adblock, etc. À un moment, il va falloir choisir. Un journaliste qui écrit un article, il mérite un salaire. Est-ce qu'il doit être payé par de la publicité? Again, c'est un long débat. En tout cas, il va falloir réfléchir ensemble à des nouveaux moyens, des nouveaux modèles économiques. Il est vachement politique, Sherlock, c'est un truc de ouf. Les nouveaux modèles économiques vers lesquels nous voulons que notre société évolue. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, j'ai passé beaucoup de temps au début. Sur cookies.rocks, etc., il y a plein de démos. Ouvrez les DevTools, regardez ce qui se passe. C'est fait pour vous permettre de voir ce qui se passe. Si vous avez plein de questions complémentaires, Twitter, email, ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de détails un peu subtils que j'ai pas eu le temps d'aborder. Donc je prendrai des questions dans le couloir, dans le hall si vous voulez. Et en tout cas, je vous remercie 1000 fois.